Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver pour ce 22e numéro de votre émission littéraire Préface. Je rappelle que pour nous suivre, vous pouvez nous regarder en télévision sur les chaînes 23 de CanalSat, 11 de la TNT et en radio sur les fréquences 96, 101, 103.2 MHz. L'émission peut être regardée aussi sur le Facebook de la chaîne Éclair TV ainsi que sur YouTube. Un peu d'histoire. L'histoire de la littérature d'expression française outre-mer a été plusieurs fois retracée et en ce qui concerne la poésie antillaise, ce n'est pas en quelques pages qu'il est possible d'ajouter des éléments nouveaux au tableau que M. Auguste Viat en a dressé dans son histoire littéraire de l'Amérique française ou à l'analyse que Mme Liliane Castelot a faite de la poésie de la négritude dans son essai « Écrivain noir de langue française ». Dans la naissance de la nouvelle poésie, on note un changement de perspective dans les rapports du poète avec son milieu. Ces propos sont tirés de La poésie dans les Antilles françaises, facteurs et caractères de sa transformation de M. Roger Mercier. Il n'y a dans la littérature antillaise aucune facilité adossée à un exotisme de pacotille. L'écriture est exigeante. Ce n'est pas une poésie faite pour se distraire de jolies phrases. Étrangement, à rebours de l'image de pays joyeux et festifs associés aux Antilles, le ton qui veut témoigner d'une réalité intime ou sociale est souvent âpre et languide, voire morbide, avec une violence explicite, qu'elle soit politique, comme chez Serge Patient, Sary, Gérald de Lille ou Gerty d'Ambury, ou associée à la nature souvent marine pour évoquer l'enlisement, la misère ou la souffrance, comme chez Ernest Pépin, Daniel Radford et tant d'autres, jusqu'à Aimé Césaire. Quelques vers donc d'Ernest Pépin. C'est une souche de mer, sans autre bourgeon, que la rengaine des Biguines, des Mazouks, des Bel Air. C'est un navire échoué parmi la transe marine, échoué comme échouent nos grèves, nos émeutes, nos révoltes. La misère partout roule ses vagues de sueur. En fait, la poésie antillaise est profondément identitaire et l'identité antillaise et également guyanaise est enracinée dans l'histoire de l'esclavage qui pulse une douleur lancinante et des éclairs de révolte. La poésie antillaise est très engagée et il n'est finalement rien d'étonnant à ce que les Antillais aient choisi des poètes pour porter leurs projets politiques. Aimé Césaire, bien sûr, mais aussi Édouard Glissant, qui fut temporairement interdit de séjour aux Antilles en raison de son militantisme politique. Certes, le cahier d'un retour au pays natal l'énonce explicitement, mais la blessure est toujours ouverte, comme l'atteste le dernier, et donc beaucoup plus récent, poème d'un recueil écrit en 2003 par un poète guyanais du nom de Sary. Il dit ceci: « Entre passé et avenir, sans passé ni avenir, entre la cale du négrier et la classe affaires de l'Airbus. » Ces propos sont tirés de l'anthropologie de poésie antillaise et guyanaise de langue française de M. Jacques Rancourt. L'auteur que nous recevons aujourd'hui pourrait se reconnaître dans les quelques éléments historiques dont je viens de parler. Il a déjà 2 précédents ouvrages à son actif, On sait le chemin, Slam en drive, paru aux éditions Negmaron le 1er mars 2017, Les Looms, paru aux éditions Jet d'encre en avril 2019, et mis en voix par les éditions Une voix, une histoire, avec la voix de Lydie Pellis. Et le dernier, dont nous parlerons aujourd'hui, Cascode, paru lui aussi aux éditions Jet d'encre le 1er septembre 2021. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Willy Fordan,
poète, slameur. Bonsoir Willy. Bonsoir Laure. Alors en fait, dans cette émission, j'ai coutume de dire que c'est une conversation. Est-ce que tu me permets de te tutoyer? Avec plaisir. Alors, nous allons tout d'abord essayer de savoir qui tu es. Nous allons essayer de faire ton portrait. Alors, j'aimerais que tu puisses nous dire en quelques mots, qui es-tu? Qui est Willy Fordan? Alors, Willy Fordan, c'est un très jeune qui a toujours aimé écrire depuis l'âge de 8-9 ans. D'accord. Donc, j'ai toujours eu cette fibre, cet amour des lettres, de l'écriture, imaginer des histoires. Donc, ça a toujours été en moi. Et ça m'a suivi au fil des années, au fil de mon évolution personnelle. Et ça m'a toujours accompagné, en fait. Donc, alors, tu dis que... Moi, j'aimerais savoir surtout, pour ceux qui vont nous écouter et nous regarder, comment tu arrives à l'écriture? Donc, tu viens de nous dire que tu écris depuis ta tendre enfance, oui, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a conduit à l'écriture? Alors, ce qui m'a conduit à l'écriture, je pense que depuis très jeune, c'est que je suis très observateur. D'accord. Je suis quelqu'un de très observateur, je regarde ce qui se passe autour de moi, je ne parle pas, je suis dans mon coin. Et ça me permet d'imaginer des histoires sur des gens. Ça me permet de voir ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils auraient dû être. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'écriture quand j'étais gamin. Et ensuite, au fil du temps, de l'âge, ma vision a changé en fait de l'écriture. Là, je me suis plus approprié ces gens et me dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la société, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la société, comment on se voit, comment la société nous voit. Donc là, au fil du temps, quand j'étais jeune, donc j'avais une autre vision, mais avec la maturité, j'ai changé ma vision sur les gens, sur nous et sur la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Alors, tu as dit quelque chose qui m'interpelle. Tu as dit comment ils nous voient, mais c'est qui ce « ils » dont tu parles? En fait, c'est la société, ce sont les gens de la haute société qui voient les classes inférieures, les classes, voilà, le bas peuple. Et c'est ça, c'est plutôt entre ces classes-là en fait. Donc en fait, quand tu dis nous, donc toi tu as choisi d'être ou de te considérer comme étant entre guillemets le bas peuple. Voilà. Parce que tu dis nous, donc si tu dis nous, c'est que tu t'inclus. Exactement. Et pourquoi tu as eu ce regard-là? Pourquoi tu te dis que tu ferais partie de ce bas peuple? Je fais partie de ce bas peuple parce que moi je me sens un poète engagé en même temps, et je suis un poète aussi empathique en fait. Je suis empathique, donc j'absorbe en fait la tristesse des gens, la douleur, et j'essaie de faire sortir quelque chose de magnifique. Et c'est ce que j'essaie de dire dans mes poésies, c'est que chacun a un rôle à jouer, qu'il soit très petit, qu'il soit moyen, qu'il soit grand, il a un rôle à jouer. Mais les personnes qui sont dans une classe sociale assez aisée, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a aussi le bas peuple. Il faut qu'ils soient aussi humbles. Il ne faut pas qu'ils soient haut perché, comme on dit. Voilà. D'accord. Donc tu as le sentiment à certains moments qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de pont entre ces deux classes sociales. Exact. Et donc tu te charges, si je comprends bien, en tant que poète, de faire cette jonction. C'est bien cela? Exact. Ouais. Alors, avant d'arriver donc au recueil qui nous intéresse, c'est-à-dire Cascode, j'aimerais bien qu'on traverse un petit peu tes précédents ouvrages. Alors, on va commencer par Oncel Chimin, Slam en Drive. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ce recueil et pourquoi ce titre, Willy? Alors, Slam en Drive. Alors, moi, c'était un défi déjà de sortir mon premier. Donc, c'était vraiment un défi parce que c'était un choc pour moi. C'est-à-dire? Quand je dis que c'est un choc pour moi, c'est que j'ai dépassé mes limites. Je me suis vraiment brûlé les ailes, j'ai vraiment dépassé mes limites parce que je suis quelqu'un de très timide. Avant, je ne parlais pas beaucoup, parce que je suis éducateur. Hein. Donc, même en réunion, je ne parlais pas, j'étais stressé. À chaque fois, on me dit « Willy, t'as un truc à dire ?» Non, voilà. Et pourtant, j'avais plein de choses à dire, hein, mais j'étais trop stressé. Et mon premier ouvrage, en fait, j'ai dit non, je ne peux pas rester dans cette position-là, j'ai des choses à dire. Il faut que je puisse vaincre ma timidité. Donc, pourquoi j'ai appelé ce premier ouvrage Slam en Drive? C'est que je me suis dit, pour dépasser ça, il faut que je sois au-devant de la scène. D'accord. Et pas derrière la scène en tant que spectateur, en train de regarder les artistes.
Donc j'ai dit, bon, ben, je vais apprendre certains de mes textes et je vais être slammer. D'accord. C'est pour ça que j'ai appelé Slamandrive en fait. C'est vraiment une balade et de moi-même en fait, voilà, dans des sentiers que je ne maîtrisais pas. Et c'est ça. Donc c'est vraiment un dépassement de soi en fait. Le premier, c'est vraiment un dépassement de soi. Mais alors, quels sont les thèmes que l'on peut trouver dans Slamandrive? Parce que quand même, le titre, c'est d'abord « On sait le chemin ». Oui. C'est quoi ce seul chemin-là? Et depuis qui t'en dit on sait le chemin? Depuis quand il n'y aurait qu'un seul chemin? Alors, en fait, on sait le chemin. C'est ce que j'ai dit aux gens. Les gens me demandent, est-ce que c'est la Bible? J'ai dit non, je ne sais pas la Bible, non. Jésus est le chemin, la vérité Voilà, et la vie, n'est-ce pas? Exactement. J'ai dit, même s'il y a la spiritualité dans ce recueil, même dans tous mes recueils, il y a toujours une petite... voilà. Mais dans celui-là, je dis qu'il y a un seul chemin. C'est le chemin qu'on doit tous parcourir, nous. Qu'est-ce qu'on attend de la vie? C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Est-ce qu'on se remet en question sur notre propre vie? Dans quel chemin on veut aller? Quel sentier qu'on va emprunter plutôt? C'est pour ça que j'ai appelé On sait le chemin. Parce que moi, mes chemins ont été divers et variés. Et je me suis dit, il faut que je me pose pour aller à un but précis. Voilà. Mais est-ce que justement, dans ce seul chemin, donc si je comprends bien, le seul chemin, tu veux dire, est-ce que c'est un appel pour que les gens puissent considérer leur propre vie? Voilà. Et non peut-être pas essayer de regarder ce qui se passe ailleurs, dans la maison de l'autre, chez le voisin. Est-ce que ce seul chemin-là représente notre vie personnelle? Est-ce que c'est ça? Exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, un moment, je me dis qu'il faut se centrer. Il faut arrêter, effectivement, comme on dit, de s'occuper de la voisine. Qu'est-ce qu'elle fait la voisine? C'est un monsieur qui vient la voir chaque soir ou un autre monsieur. Qu'est-ce qu'il fait le voisin? Et nous, quand est-ce qu'on se concentre sur nous pour savoir ce qu'on fait de la vie et qu'est-ce qu'on peut apporter à notre société? Qu'est-ce qu'on peut apporter à nous-mêmes? Comment on peut nous nourrir nous-mêmes? D'accord. Voilà, parce que les gens aiment bien se nourrir des autres, mais est-ce qu'ils se nourrissent d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils se disent, bon ben voilà, j'ai quelque chose, je vais le chérir, le nourrir, l'arroser comme une plante, voilà, et voir grandir au fur et à mesure. Est-ce qu'on se préoccupe de ça? Non. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est un seul chemin. C'est le chemin, bon, on va dans la spiritualité, le chemin de la vérité. Mais c'est vraiment le chemin à parcourir pour pouvoir se sentir pour bien. Se rencontrer soi, en fait. Pour se rencontrer soi, exactement. Et est-ce que tu as eu l'occasion de déclamer ces textes-là, de ce recueil, sur scène, puisque tu parles de slam? Oui. Tu as eu l'occasion donc de faire des prestations? Oui, alors j'ai fait quelques prestations, effectivement. Oui, effectivement, j'ai fait des prestations à Marie-Galante. Voilà, donc c'était mon premier terrain de jeu, comme on dit, à Marie-Galante. Arriver devant la scène et oublier son texte, ça m'est arrivé. Okay. Voilà. Commencer à dire quelques phrases et après oublier le reste du texte. Mais c'est un défi. C'est pour ça que j'ai dit qu'on sait le chemin. Ça a vraiment été un défi. C'est vraiment, je me suis vraiment surpassé. Mais c'est pas pour ça que je me suis arrêté. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai fait une scène, ça a foiré, j'arrête. Non, je suis remonté sur scène un autre jour. J'ai continué et ça a marché. Après, les gens m'ont applaudi. La première fois, les gens ils m'ont dit, ah ben non, c'est nul. Mais après, quand j'ai continué, les gens m'ont applaudi, les gens m'ont dit c'est bien, il faut revenir, il faut continuer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être persévérant dans la vie, il faut se donner les moyens, même si on échoue une fois, mais on ne va pas échouer 2 fois, on ne va pas échouer 3 fois. D'accord. C'est ça. Donc effectivement, donc apparemment, est-ce que les textes, donc d'accord, la prestation, tu m'as dit que elle a été à certains moments un peu inégale, mais les textes en eux-mêmes de ce recueil, comment ont-ils été reçus par le public? Alors, les textes en eux-mêmes ont été très bien reçus. Par exemple, il y a un texte qui s'appelle « On bonjour », où je parle du bonjour qui se perd, je parle des 3 singes. Il y a beaucoup de textes où les gens se sont appropriés en fait, ces textes-là. Ils m'ont dit effectivement, les gens ne disent pas bonjour. Effectivement, on est dans une société où on court vite, on ne pense plus à nous. Effectivement. Et je suis précis et vrai dans ce que j'écris. D'accord. Et les gens se sont appropriés mes textes en fait. Donc les gens se sont reconnus dedans, ils sont reconnus en fait. dans mes textes. Voilà. D'accord. Alors, on va poursuivre avec Les Loumes, qui est donc ton deuxième recueil. Voilà.
Alors, ça veut dire quoi les looms pour toi? Première question. Parce que moi, je suis allée chercher Oui. et j'ai trouvé un les looms du groupe Apo Cléla, Oui. un morceau dont les paroles sont pas moigné petit amoun là, moi qui ai crié gendarme là, bah vous. Alors, mais les looms, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, les looms. Alors moi, je ne connaissais pas les looms. Voilà, je ne savais pas du tout. J'ai tenté de chercher un titre dans le dictionnaire. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais dire comme titre? Et après, j'ai tombé sur le dictionnaire, les looms, sur le mot les looms. Et je me suis dit, effectivement, les looms, ouais, c'est bien. Pourquoi les looms? Parce que les looms, c'est un peu multiculturel. Ça parle un peu de la France, ça parle un peu de l'Afrique, ça parle un peu de la Guadeloupe. Voilà, donc c'est mélangé. Et les looms, c'est ça. Les looms, c'est un mélange. En fait, les looms, c'est un plat. Donc, c'est un plat qui est mélangé. On dit quand ils font les looms. D'accord. Voilà. Donc, c'est un plat qui est mélangé avec des racines, avec de la viande, des légumes. Voilà, c'est vraiment un mélange, un mix, voilà, de plusieurs. Voilà. Et je trouve que la Guadeloupe, c'est un les looms. Il y a un peu de tout. Il y a des Libanais, il y a des Syriens, il y a des Dominicains, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Ça représente un peu la Guadeloupe, ça représente un peu nous, ça représente notre africanité, notre créolité, notre intégrité. Voilà, c'est ça. Le Léloum, pour moi, c'est ça. D'accord. Mais alors, pourquoi avoir choisi ce titre-là? Et qu'est-ce que tu véhicules comme thématique à travers ce second recueil? Alors, les thématiques sont diverses pour les Léloum. Je parle aussi des jeunes qui partent en France, par exemple, et qui galèrent. Voilà. Je parle aussi de la créolité, je parle des personnes âgées aussi, exactement, que les parents ne viennent pas voir. Et du père. Et du père. Papati. Alors, Voilà. j'ai eu le sentiment que la référence au père était une référence importante. Oui. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que j'ai trouvé que ça sonnait de manière tellement profonde. Pourquoi? Oui, parce que moi, le père, pour moi, c'est l'élément central de la famille. La mère, oui aussi, mais le père, en fait, c'est lui qui met l'ordre. C'est lui qui vraiment met de l'ordre. Et il met tellement l'ordre que des fois, il ne se rend pas compte peut-être des blessures que l'enfant peut avoir, des traumatismes que l'enfant peut avoir, sans se poser la question, sans se remettre en question sur l'éducation. Donc c'est ça en fait. Et je me dis que le père, c'est bien, il faut bien qu'il soit strict, voilà, mais à un moment, il faut se poser. Est-ce que c'est pas un peu, permets-moi, oui, y a pas de... est-ce que c'est pas un peu quand même classique comme vision des choses? Donc, si l'homme représente l'ordre, etc., la mère, elle représenterait quoi? Alors, la mère représente l'ordre aussi. Après, c'est une façon de voir sur mon vécu. D'accord. Voilà. C'est une façon, c'est mon vécu. Parce qu'en fait, dans ce texte, dans les textes Léloum, c'est beaucoup de mon vécu. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, c'est pas en termes général, c'est de mon vécu. Mon vécu de mon enfance. Okay. Voilà. Donc moi, ce que je pense du père, de mon père, on va dire ça comme ça, c'est ça. C'est qu'il représentait l'ordre, mais est-ce qu'il s'est posé les bonnes questions sur les traumatismes qu'il a pu générer? Voilà. D'accord. Et tandis que ma mère, est-ce qu'elle représentait l'ordre ou pas? Je préfère dire que je ne crois pas. Mais voilà. Donc en même temps, c'est pour ça que je me dis qu'il faut un juste milieu. Et dans le couple aussi, il faut avoir à peu près la même ligne directrice. Voilà, pour pouvoir donner une éducation, pas parfaite, mais au moins s'entendre sur l'éducation des enfants. Pas faire l'éducation en haut et la mère c'est bas. Voilà, il faut que ce soit à l'équilibre. Il faut que ce soit à l'équilibre. Voilà. Et c'est ce que je ne vais pas reprocher ça à mes parents, mais c'est ceux qui n'ont pas fait. Voilà. C'est un équilibre qu'ils n'ont pas pu trouver. Voilà, dans l'éducation. Voilà. Donc après, peut-être qu'il y a des enfants qui sont dans le même cas que moi, qui ont été dans le même cas que moi. Il y a d'autres qui n'ont pas été du tout dans le même cas que moi. Donc ce n'est pas un terme général ou global. D'accord, c'est ton expérience c'est mon expérience de vie personnelle. Et est-ce que ton rôle d'éducateur, justement, nourrit aussi ta poésie et ton regard sur la société?
Alors, est-ce que mon expérience d'éducateur nourrit ça? Ouais. Oui, parce qu'en fait, des fois, je me revois, en fait. Ce qu'on apprend donc, quand on est éducateur, c'est que de ne pas faire le transfert. D'accord. Donc, le transfert, pour ceux qui ne savent pas, c'est s'approprier, en fait, les souffrances qu'on a eues dans le passé et les transposer directement sur l'enfant. C'est ça. Donc, en fait, on évite de faire le transfert. C'est pour ça qu'on essaie de... Quand ça commence, on décharge à notre collègue. D'accord. Effectivement, des fois, il y a des ressemblances. Parce que quand on entend des histoires sur les familles, on se dit, ouais, mais ça, c'est des choses que j'ai vécues. Mais est-ce que ça t'inspire est-ce que ça t'inspire pour ton écriture? Ce que tu peux vivre avec ces enfants, parce que je suppose que ce sont éducateurs de jeunes enfants. Oui, c'est ça. Est-ce que leurs histoires peuvent t'inspirer des textes? Oui, ça m'inspire des textes parce que des fois, on me raconte des choses et effectivement, ça m'inspire. Donc, des fois, j'écris sur ça, effectivement, oui. Alors, j'ai vu que ce recueil, Les Looms, a été mis en voix. Oui. Pourquoi tu as choisi, pourquoi tu as voulu, souhaité même que ce soit mis en voix? Qu'est-ce que, selon toi, la mise en voix de ce recueil a apporté de plus que les mots qui étaient écrits sur le papier? Alors, moi, c'était un travail que je voulais faire depuis Marie Galante. Voilà, ce travail de mise en voix. Je voulais même le faire moi-même un moment, mais les années ont passé et j'ai rencontré Manick, voilà. Manick Siartiteka, que l'on salue. Voilà, donc salut. Voilà. Et elle m'a dit qu'elle fait ça. Donc j'ai dit, ça tombe très bien. Et pourquoi j'ai voulu mettre ça en voix? Parce que je pense que la voix est bien. Parce qu'en fait, les gens me demandent souvent, oui, mais monsieur Fordan, on veut bien acheter le livre, mais on préfère plutôt écouter. D'accord. Donc à force d'entendre ça, on préfère plutôt écouter. On n'est pas très lecture. Et Manick a bien compris ça. Et moi, je pense que la voix, c'est mieux d'écouter. C'est comme qu'on écoute. Surtout pour la poésie. Voilà, surtout pour la poésie, c'est comme quand on écoute des chansons. On aime bien écouter les chansons, ça nous relaxe. C'est dans cette lignée-là que j'ai voulu mettre mes textes en voix. C'est pour pouvoir les écouter, les approprier, mettre ça dans la voiture, à tête reposée ou même chez soi. Voilà, c'est vraiment pour se détendre et pour mieux analyser, mieux comprendre en fait ce que l'auteur a voulu exprimer. Et est-ce que tu as eu des retours par rapport à cette mise en voix du recueil Les Looms? Qu'est-ce que les gens t'en ont dit? Alors, j'ai pas eu beaucoup de retours, mais d'après Manick, en fait, d'après Lydie, c'est qu'elle a déjà eu des bons retours, que les gens apprécient et que les gens en redemandent et qu'ils aimeraient poursuivre, voilà, peut-être même me rencontrer. Tout à fait. Voilà, donc je suis agréablement surpris en fait et que ça commence à prendre de l'ampleur. Absolument. Et donc franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et je trouve que c'est très bien en fait qu'elle ait bien pu mettre ça en voix et que ça fonctionne. Voilà, que ça fonctionne. Alors justement, on va juste rappeler que donc, ton recueil Les Looms, oui, qui a été publié aux éditions Jet d'encre, est aussi sur la plateforme des éditions Une Voix, Une Histoire. Donc les gens peuvent aller suivre toute la méthodologie pour pouvoir accéder et s'abonner à Une Voix, Une Histoire. Et s'abonner à Une Voix, Une Histoire pour pouvoir écouter ce recueil que je recommande, chers téléspectateurs et auditeurs, vraiment je vous le recommande. Nous allons poursuivre, donc nous avons parlé déjà de tes deux précédents recueils. Nous allons donc arriver au recueil d'aujourd'hui. Casse-code. La dernière actualité, donc, Casse-code. Oui. Alors, pour celles et ceux donc, qui nous regardent, j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu entends, toi, par casse-code. Pourquoi casse-code ? Alors, casse-code, alors je pense que les gens m'ont souvent interpellé par rapport à ça, mais dit, tu es indépendantiste, tu cherches l'autonomie, tu es avec Domota, tu es à l'UGTG. J'ai dit non, parce qu'en fait, casse-code, ça a beaucoup été employé dans ce contexte-là. Par voilà, M. Domota, effectivement, par l'UGTG, par les syndicalistes. Et même aussi en musique, c'est par M. Dominique Coco. Voilà, donc on entend l'esprit casse-code, on entend toujours casse-code en fait. Et en fait, casse-code, ça nous représente. Moi, je trouve que casse-code, ça nous représente. Ça nous fortifie en fait dans ce qu'on est. Et casse-code, pour moi, c'est ce que je dis des fois à des métropolitains,
j'ai dit, lisez le titre. Il m'a dit casse-code. Donc j'ai dit, vous voyez, donc vous pouvez même le dire en français, casse-code. On casse les codes. Et donc c'est un peu ça aussi, casse-code. C'est casser les codes. Casse-code, ça veut dire partir, c'est faire autrement, c'est ça. Donc je pense que casse-code, on en a tous besoin. Parce qu'à un moment, il faut essayer effectivement de se recentrer, mais en même temps, il faut faire différemment. Il ne faut pas suivre toujours le même système de ce qui est établi. Il faut essayer de faire différemment, innover. Marronner en fait. Marronner. Voilà, même si on est dans un pays, on est soumis un peu à la France, mais il faut toujours s'approprier notre culture et dire, bon, effectivement, les Français, on est ici, mais nous, qu'est-ce qu'on représente? Quelle est notre sensibilité antillaise? Tout à fait. Voilà. Quelle est notre culture? Quelle est notre musique, notre gastronomie, notre fondale? Exactement, en référence à, voilà, à Petit Canal, Fondalca. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, casse-code. Casse-code, c'est vraiment notre culture, c'est nous. Qu'est-ce qu'on peut représenter? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Voilà. D'accord. Où on va aller? Alors, on va se retrouver tout à l'heure pour la suite justement de l'émission. Nous avons notre page publicitaire et nous retrouvons dans quelques instants Monsieur Willy Fordan pour son recueil Casse-code. À tout à l'heure. Alors, nous retrouvons Willy Fordan pour donc son recueil Casse-code. Tu nous disais tout à l'heure, effectivement, tu nous expliquais ce que signifiait casse-code. Donc, casse-code, on s'échappe, on marronne, on fait différemment, on essaie effectivement de découvrir davantage qui l'on est. Mais moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à la première de couverture. Oui. Cette première de couverture m'a interpellée. Alors, j'y vois, moi, de nombreuses symboliques. Oui. Alors, le tambour, oui. ta posture, oui. l'arrière-plan avec les graphes. Oui. Est-ce que tu pourrais donc nous en dire davantage? Pourquoi et que signifie cette première de couverture? Alors, on a beaucoup travaillé avec le photographe et le graphiste, l'infographiste, pour que les thèmes ressortent du recueil de poésie. Alors, effectivement, on voit le tambour. Je suis assis sur le tambour. Le tambour est référence à l'UNESCO, comme patrimoine immatériel. Tout à fait. Le tambour aussi, c'est culturel. Je suis assis sur ma culture, c'est à moi. Je me suis approprié. Ma culture. Je suis assis sur le tambour et mes bras sont grands ouverts et je regarde au ciel. Oui. Ce qui fait référence à la spiritualité. Les bras ouverts, c'est bon Dieu, le Seigneur qui était sur la croix. C'est pas, justement, j'allais me dire, mais est-ce que c'est la crucifixion ou est-ce que c'est une forme d'appel à ce qui est élevé? Exactement. C'est une forme d'appel à ce qui est élevé. Pour que, on dit, la grâce du Seigneur descende sur moi. D'accord. Voilà. En même temps, on voit en arrière-plan une maison avec des graphes et en même temps des persiennes qui sont cassées. Exact. Donc, ça représente un peu la Guadeloupe. La Guadeloupe est belle, mais en même temps, il y a des difficultés. Elle est un peu cassée, la Guadeloupe. Voilà, il y a des grèves, il y a des problèmes d'eau, bon, tout ce qu'on connaît déjà. C'est ça un peu la Guadeloupe. C'est une beauté, mais en même temps, il y a la partie laideur aussi de la Guadeloupe. Une beauté ravagée. Une beauté ravagée. En même temps, on voit aussi le côté sombre, la noirceur en haut. Donc, ce qui fait référence à la religion, les ténèbres et la lumière. Je suis dans la lumière, mais les ténèbres sont là-haut. D'accord. Vous voyez? Donc les ténèbres sont en train de descendre sur moi. En même temps, je suis en train de demander au Seigneur de me donner sa grâce. Voilà. De la force. De la force pour vaincre ces ténèbres. En même temps, on voit sur Casse-code que c'est rouge. Pourquoi le rouge? Exactement, le sang. Le sang qui a coulé en mai 1967. D'accord. Voilà. À la fin, en quatrième de couverture, on voit effectivement que je mets mon pied sur le tambour. Exact. Donc même si je suis assis sur un congélateur, mais c'est toujours à moi, même si je suis à côté, mais c'est toujours ma culture. Et on voit à la fin que j'ai mon tambour que je tiens en main. Ça veut dire que partout où j'irai, même si je vais vivre en Afrique, en Inde, au Pakistan, où je veux, mais je pars toujours avec ma culture. Ma culture, je suis tout le temps avec.
Alors, Voilà. est-ce que ça voudrait dire que le tambour, c'est uniquement le tambour qui symbolise la culture ou c'est tout ce que le tambour peut symboliser? Voilà, c'est ça. D'accord, parce que on va quand même pas. Enfin, est-ce que tu penses qu'on peut réduire la culture guadeloupéenne au tambour? Non. D'accord. En fait, c'est juste un symbole qui représente toute notre culture, donc qu'elle soit gastronomique, culinaire, voilà, bon, je me répète, gastronomique, voilà, littéraire, tout ça, musical, voilà. Mais en fait, j'ai voulu mettre un symbole fort qui est le tambour, voilà, qui est à l'UNESCO. Mais en fait, c'est plus large que ça. Je ne pouvais pas mettre tout hein, sur un livre. Voilà, c'est ça. Mais alors, pourquoi la graphie de Cascode ainsi? Moi, ça m'a interpellée, parce que ça m'a fait un petit peu penser parfois à l'écriture qu'on met quand il s'agit d'un film d'horreur, quelque chose comme ça. C'est volontaire? Alors, en fait, pour la graphie de Cascode comme ça, j'ai pas voulu faire quelque chose de lisse, parce que la Guadeloupe n'est pas lisse. J'ai voulu faire quelque chose de heurté, qui est ravagé, qui est empreint de douleur en fait. C'est ça que j'ai voulu faire dans cette graphie-là. Et celui qui l'a fait, en fait, il a tout compris. Voilà, il l'a fait naturellement et c'est ce que j'attendais comme. Voilà. Donc effectivement, ne serait-ce que par la première de couverture, tu as déjà toute une poésie en fait. Voilà, exactement. Donc dans ce recueil, tu choisis de mettre certains textes en créole et en français. Hein, on pourrait même dire que cet ouvrage est quelque part bilingue. Oui. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est pour un ancrage au pays natal et une ouverture sur le monde francophone, puisque tu fais créole-français? Première question. Ma deuxième question, la préface rédigée par le grand Hector Poulet, que nous saluons, est en créole d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça m'a surprise quand j'ai ouvert le livre, la préface, nous avons commencé avec créole là. On commence avec le créole. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es d'abord? Alors, non. Alors, pour la préface en créole, j'ai laissé libre choix à Hector Poulet d'écrire. Et il a écrit en créole. Moi je n'ai pas eu mon mot à dire, effectivement, et il l'a mis en créole. Et moi, c'est ce que j'attendais de lui. Hein. D'accord. Voilà. Et il l'a fait. Donc, en fait, c'est pour déjà qu'on rentre déjà dans le livre, on sait où on est. Voilà, exactement. D'accord. Le français et le créole, alors moi, ça dépend de mon inspiration. Des fois, j'écris en français, des fois, j'écris en créole. Mais c'est vrai que le créole, pour moi, il apporte plus de couleurs que le français. C'est-à-dire? Il y a plus de... En fait, je suis plus sensible au créole. J'ai plus d'affinité avec le créole. Et je vois plus d'images, en fait, avec le créole. Tandis que le français, il y en a, mais c'est pas ce que j'attends. Ça te parle moins? Ça me parle moins, en fait. Donc j'essaie de maquiller comme je peux, mais c'est vrai que le créole, c'est notre base et c'est ce qui nous qualifie en fait. Voilà. C'est ce qui nous lie. C'est comme un lien entre nous et un liant en même temps. Voilà. Mais en fait, néanmoins, tu as traduit beaucoup. Alors, certains textes, ils ont d'abord été écrits en créole et ensuite tu les as traduits en français, ou inversement? C'est bien ça. Donc les textes en créole ont été traduits en français. D'accord, mais d'abord ils ont été écrits en créole. En créole. Ok. Parce qu'en fait, j'ai eu ce retour-là, les gens me disent, c'est très bien que ce soit traduit en créole, en français, parce que nous, on ne maîtrise pas bien la langue créole. Et pourtant, ce sont des Guadeloupéens. On ne maîtrise pas bien la graphie déjà. Tout le monde ne lit pas le créole. Voilà. Hein. Donc, ça tombe très bien, ça nous fait travailler en même temps le créole, comme ça on regarde les mots qui sont en français. Donc c'était un choix de mon éditeur de le faire, je n'avais pas pensé à ça, mais il m'a dit il faut le faire parce que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas le créole. L'ouvrage n'est pas destiné à être lu que par des Antillais, je suppose. C'est ça, exactement. Je suppose que tu voudrais que ton lectorat soit large. Soit plus large. C'est pour ça que je me suis dit que est-ce qu'il n'y a pas un ancrage au pays, mais en même temps une ouverture à l'espace francophone. C'est ça, exactement. Donc, alors, de nombreux thèmes traversent cet ouvrage. Déjà, on l'a dit, à travers la première de couverture. Mais moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, de bout en bout quand même, de ce recueil, c'est la révolte. Aïe, 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 oui, les gens me disent ça, oui, effectivement.
Je me trompe? Oui, c'est vrai. Alors, dirais-tu, comme Jacques Rancourt, dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, l'auteur de l'anthologie de la poésie antillaise et guyanaise de langue française, est-ce que, comme lui, tu dirais que la poésie antillaise pulse une douleur lancinante et des éclairs de révolte? Et pour ça, j'aimerais bien que tu nous lises le poème à la page 26, dans Casse-Code, s'il te plaît. Alors, et après, tu répondras à la question. alors, page 26. Page 26. Caillouvelé, c'est ça? Je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. Non, le prix de la sueur. Prix de la sueur, d'accord. Ok. Ouais, ça c'est mon préféré. Le prix de la sueur. Le prix de la sueur de nos frères fait-elle partie de la misère? Je crie, j'écris pour ces hommes oubliés. Je crie pour ces bouteilles de rhum médaillées, de bronze, d'argent et d'or. Et nous, mériterons-nous un jour cet or? Décidément, elle ne passe pas par notre épiderme. Des mots pesés, posés sur la balance de la justice. Je l'affirme et je suis ferme. Enfermez nos consciences dans votre science de destruction. Rendre notre intellect stérile et briser nos vies sociales. Et nos frères qui tombent chaque jour dans le canal. Pensez-vous que c'est un délice ou un vice? Il y a ceux qui têtent leur homme vieilli en le gratifiant de 1000 délices. Pense toujours que c'est ton frère qui s'est tué à la tâche. C'est beaucoup de rendement pour peu de cash. Les romis qui défendront Bastet et d'autres qui défendront la pointe. Arrêtez de déchirer les autres tel ou tel rhum. Ils toujours qui mettent les autres derrière. Les gens te diront toujours, en toujours une bouteille à case, ok. Mais quand là, bataillons à la base. Le rhum fait partie intégrante de l'exploitation. Il brasse beaucoup de bifetons. Et nous, avec nos 5 sous, nos 6 sous, nos soucis. On se noie dans notre tristesse avec une bouteille comme seule compagnie. Si tu n'as pas compris que les pions seront toujours éjectés, la pauvreté de nos frères serait-elle à acheter? Combien tu serais prêt à payer pour te faire encore piéger? Moi, ça me fait flipper de voir des familles brisées. Les Noirs comptent les cannes coupées, ils achètent du rhum par milliers, en javouant l'onnec titibé. Et voilà, la boucle est bouclée. Donc, est-ce que tu dirais, comme M. Rancourt, que la poésie antillaise pulse une douleur lancinante et des éclairs de révolte? Oui, je pense que oui. Parce qu'en fait, à un moment, il faut se révolter et se dire non. Mais pourquoi c'est depuis des siècles et des siècles qu'on rabâche toujours les mêmes choses, qu'on est toujours dans cette dynamique? Même si l'esclavage est aboli, mais on est toujours esclave de nous-mêmes. Quand est-ce qu'on se dit, bon ben oui, mais ça continue malgré tout, ou on arrête, on fait quoi? C'est ça en fait. Mais à travers ce texte qui est magnifique d'ailleurs, oui, tu dénonces quand même oui, beaucoup de choses. Oui. Mais est-ce que c'est le rôle du poète de dénoncer? Est-ce que tu penses que c'est ton rôle de faire cela? Et est-ce que tu penses que la dénonciation littéraire, la dénonciation poétique parvient à faire changer les choses? Ça ne parvient pas à faire changer les choses, mais ça peut faire au moins réfléchir. C'est ce que je me dis. Et je me dis qu'un jour, quand les gens vont relire mes textes, peut-être 50 ans après, ils vont se dire, mais oui, mais il avait déjà parlé de ça. Mais est-ce qu'on a changé en 50 ans? Est-ce qu'on a changé en 100 ans? C'est ça. En fait, les écrits, comme on dit, les paroles sont bons, les écrits restent. Mais est-ce que les écrits que je fais maintenant, est-ce que il y aura un impact dans plusieurs années? Et c'est ça le rôle d'un poète ou d'un écrivain. C'est se dire qu'à un moment, ça n'a pas d'impact maintenant, mais peut-être dans le futur, les gens vont se rendre compte qu'effectivement, on n'a pas changé, ou on a changé, on a évolué, on a arrêté certaines choses, on a arrêté d'être toujours dans un même système qui ne nous correspond plus. Toujours même chemin-là? Toujours le même chemin. Et est-ce qu'on va faire autrement? Est-ce qu'on va toujours se laisser marcher sur la tête? Ou est-ce qu'on relève la tête? Est-ce qu'on sort la tête de l'eau? Voilà, donc c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut mener, mais pas mener seulement, mais il faut mener des actions. Exactement, sur ça. Donc, on retrouve aussi dans ce livre des références
tu le disais tout à l'heure, à la spiritualité religieuse. Oui. J'ai précisé religieuse Oui. et non pas simplement spiritualité. Tout à l'heure, tu vas nous lire à la page 56 le texte. Alors, en quoi, selon toi, cette spiritualité religieuse peut-elle aider à la révolte, à la prise de conscience? Est-ce que par hasard, justement, cette spiritualité religieuse ne serait pas un frein, sachant que, et ça c'est... Sachant que cette spiritualité religieuse nous a quelque part été inculquée Oui. par la colonisation. Oui. Alors, en quoi, est-ce que c'est pas quelque part contradictoire, cette spiritualité, est-ce que c'est pas un frein, justement, à cette prise de conscience? Après, moi, je me dis qu'il faut croire en quelque chose. Moi, je me dis que si effectivement, c'est lié à la colonisation, mais il faut croire en quelque chose. Je pense que la religion est faite pour se recentrer sur nous, justement, et faire autrement. Se dire, bon, ben voilà, effectivement, on est comme ça, mais ça permet de se poser et réfléchir. C'est comme ça que je vois c'est comme ça que je vois la religion, hein, c'est comme ça que je vois la spiritualité, et se dire, bon, ben voilà, on en est là. Moi, où j'en suis avec ma spiritualité, et qu'est-ce que je peux véhiculer comme bon message? Qu'est-ce que je pourrais apporter comme lumière à mon prochain? Qu'est-ce que je pourrais lui dire comme message? Au lieu de laisser les autres en train de se casser la bouche, voilà, on le regarde se casser la bouche, alors qu'on peut simplement lui dire, attention, il y a une flaque d'eau, tu risques de tomber. Même s'il n'écoute pas. Voilà, même s'il n'écoute pas, mais au moins on a prévenu. C'est plutôt ça, parce que les gens sont dans une espèce de moquerie. Ils aiment faire du buzz avec la moquerie, ils aiment faire du buzz avec des vidéos, alors qu'à un moment, il faut se dire, bon ben stop, on va arrêter là, mais plutôt au lieu de se cracher sur son compatriote, on va essayer de l'aider. On va ravaler son crachat, on va essayer de l'aider. Voilà. Alors, est-ce que justement tu pourrais nous lire ce texte à la page 56? Alors, ça c'est le... à quoi penses-tu? 56, c'est la technique. Non, pas la technique. Des ténèbres à la lumière. Ah, ok, des ténèbres à la lumière. Parce que... Tout un programme. Ouais. Parce qu'en fait, comme j'ai... j'explique pourquoi je ne trouve pas les pages, parce que comme je suis maintenant en autoproduction, en auto-édition, donc ce n'est plus les mêmes pages. D'accord. Voilà. Donc, des ténèbres à la lumière. Voilà. Des ténèbres à la lumière. Ils marchent en pleine nuit, en compagnie de chauves-souris, de démons et d'esprits, se croient tous à l'abri. Le prince est là, il sourit. Ils se sentent protégés, sont-ils en danger? Son plan déjà dessiné, son temps est compté. Il tient votre destinée en sachant comment vous charmer. Et vous êtes comme des brebis égarées, vous foncez, vous vous précipitez. Ne sachant pas où est-ce que tu marches, mais demande-toi à qui tu t'attaches. À celui qui prône l'extermination des nations, telle est sa mission. Viens marcher dans la lumière de ton Créateur, le seul, unique, consolateur, rédempteur, qui adoucit les cœurs, ton sauveur. Il est avec toi, et il guide chacun de tes pas, te tiendra la main et le bras, afin que tu ne le relâches pas. N'abandonne pas, remercie-le pour sa bonté, que chaque jour tu puisses te lever. Vois comment l'eau est claire et pure, l'arc-en-ciel, les oiseaux, la nature. Qui est le créateur de toutes ces choses? Assieds-toi un peu et fais une pause, et demande-toi si tu lui seras fidèle. En vérité, je vous le dis, il est bon de louer l'Éternel. Donc là, c'est vraiment comme une sorte de prière, en fait. Oui. Oui. Donc cette prière, elle s'adresse à qui? À tous les Guadeloupéens? Oui. Et en fait cette prière s'adresse à tous les Guadeloupéens. Et c'est une prière pour se dire que nous sommes riches en Guadeloupe. On est riche par la rivière, par la nature, par tout ce qui nous entoure, par le soleil, les arcs-en-ciel, par les oiseaux, par voilà, toute la nature, la flore et la faune. Mais à un moment, il faut se poser, il
faut arrêter de courir. Il faut essayer de s'approprier notre nature. Parce que c'est notre source d'énergie, moi je pense. D'accord. Et ça nous permet d'affronter la vie. C'est ça. Donc c'est pas uniquement prier, mais c'est une prière en action. Une prière en fait. En action, voilà. On peut tâter, hein, mais au moins se dire oui, effectivement, je prends plaisir à rester dans la forêt, à contempler les arbres, à sentir, voilà, à respirer une bonne odeur, à regarder la rivière, regarder la mer, prendre un bain. Mais ouais, c'est en même ça, temps vraiment une invitation à se reconnecter à soi aussi. C'est ça, exactement. Alors, on va poursuivre. On retrouve aussi donc dans ce texte, dans les premières strophes. Alors, il y a un texte qui m'a interpellée. Le bal des Noirs. Balaneg. La première strophe, qui en fait est un refrain, enfin moi je l'ai interprétée comme ça parce qu'elle rythme le poème, tu écris ceci. Un pas devant, c'est la jalousie. Un pas sur le côté, c'est le mépris. Un pas de l'autre côté, c'est l'hypocrisie. Un pas derrière, les Noirs rigolent. Peux-tu nous dire ce que tu évoques dans ce texte? Est-ce que c'est une dénonciation? Et pourquoi le bal? C'est quoi ce bal? Est-ce que c'est la vie dans laquelle nous sommes, que nous menons? Oui, alors en fait, pourquoi j'ai dit le bal? Parce que comment dire, les gens, bon, tout le monde, hein, ceux qui viennent en Guadeloupe, ceux qui, voilà, ils nous stigmatisent. Ils savent qu'on aime bien le punch, on aime bien rigoler. On fait du quimbois. On fait du quimbois, voilà. On fait que ça. Voilà, on aime bien s'amuser, on aime bien danser, on aime bien, voilà. Qu'on est lent aussi, voilà, surtout. Et donc en fait, c'est par rapport à toute cette stéréotypie que je me suis arrêté. Et je me suis arrêté sur l'aspect danse. Et la danse, je me suis arrêté sur l'aspect danse et comment comment on se comporte entre nous. Donc, j'ai fait ce parallèle de la danse qui rappelle un pas devant, un pas à côté, un pas derrière, voilà, devant. Et après, j'ai mis en fait nos comportements entre nous. Donc, il y a la danse et les comportements que j'ai donc l'hypocrisie, voilà. Le mépris. Voilà. Donc c'est ce que je dis, c'est que les gens ils font croire qu'ils sont bien avec vous, mais derrière ils sont pas tendres avec vous. C'est ça. Le fanchouisme. Voilà, exactement. C'est fanchou maximum. Et c'est ce que je dénonce. Je dénonce les gens ne sont pas sincères. Les gens sont hypocrites. Donc l'insincérité. L'insincérité des gens. Et je trouve que c'est pas bien. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que il faut qu'on s'entraide. Mais pour s'entraider, il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être menteur, il ne faut pas être dans ces choses négatives. Mais est-ce que quelque part, ce ne serait pas une forme de naïveté que de penser comme ça? Parce que tous les comportements qui sont décrits là dans ce texte sont des comportements humains en général. Oui. C'est pas propre à la Guadeloupe, cette hypocrisie, ce mépris. Mais comment on peut changer cela, sachant que c'est peut-être caractéristique humaine? Alors, est-ce que tu veux juste interpeller pour qu'on puisse essayer d'avoir une prise de conscience individuelle? Mais comment on change ça? Alors, c'est ça. Alors, moi, je pense qu'il faut, comme tu viens de dire, une prise de conscience individuelle. Et se dire, bon, voilà, effectivement, je suis sur Terre. Mais qu'est-ce que je dois faire sur Terre? J'ai une mission. Alors, pour accomplir des missions, est-ce que je dois pas aimer les uns les autres, mais au moins respecter l'un et respecter l'autre pour pouvoir avancer? Est-ce qu'en se respectant, est-ce qu'en avançant ensemble, est-ce que ce serait mieux que de se piquer l'un l'autre pour pouvoir monter sur l'échelle? Voilà, parce qu'on peut monter sur l'échelle, voilà, donc moi je monte, voilà, après je t'aide à monter, après tu montes après moi, voilà, tout en se respectant. Donc c'est ce que je dis qu'il faut arrêter d'être à la course
d'être dans une course effrénée pour monter, voilà, et laisser les autres sur le carreau. D'accord. Et il faut qu'on apprenne à s'aimer. À faire avec. À faire avec l'autre. Même si l'autre a un caractère différent, peut-être que tu as un caractère différent du mien, mais peut-être qu'on pourra un jour dire, bon ben Willy, j'ai un projet, on va travailler ensemble. Et ben pourquoi pas? Voilà, mais c'est pas parce que j'ai un caractère différent que toi que c'est impossible de travailler ensemble. Absolument. Voilà, c'est ça. Alors, un autre thème qui m'a interpellée et touchée, vraiment, la tristesse est très présente aussi dans ce recueil. Tristesse et souffrance. Alors, est-ce qu'on peut parler, même si tu l'as déjà dit un petit peu tout à l'heure, d'un caractère autobiographique? Alors, je l'avais trouvé un peu dans les Looms quand j'ai écouté, mais en lisant donc Cascade, par exemple à la page 94, alors tu m'as dit que tu n'as pas les mêmes pages. Et moi, je savais pas que, donc j'ai pas noté le titre des textes, j'ai juste noté les pages. 94, alors je vais... Alors... Ah, c'est 94, je regardais. Alors j'ai mis... Donc c'est le texte qui s'intitule « Lorsque tu entends Wash ». Ouais, j'étais pas loin. Ok. Donc, alors, dans ce texte, il y a plusieurs choses. Il y a l'éducation des enfants, qui est sous-tendue. Il y a les adultes qui sont en souffrance, même les adultes parents, qui eux-mêmes sont en souffrance. Alors, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de fatalité finalement? Parce que les enfants sont en souffrance parce qu'ils ont souffert à cause des parents, mais les parents sont eux-mêmes en souffrance parce que sans doute enfants aussi, c'est ça. Ils ont souffert. C'est ça. Donc, pourrais-tu nous lire ce texte-là, s'il te plaît? Ouais. Maman, lorsque tu entends wash, c'est que la cravache a déjà claqué. Un papa avec 2 enfants, un garçon et une fille. Une enfance difficile, je ne savais pas écrire. Se battre tous les jours, aller sur la plage pour former des i. Papa devait penser que je n'aurais jamais réussi dans ma vie. Maman n'était pas là, elle était trop souvent à Paris. Mon père, c'est le dernier d'une famille. Maman, lorsque tu n'étais pas là, il était toujours aigri. Et il mettait sa rage sur Willy. Maman, lorsque tu entends wash, c'est que la cravache a déjà claqué. J'ai pris des coups par méchanceté. Un enfant ne peut pas oublier. Lorsque la cravache claque, je sais déjà que la peau va cloquer. Il m'a dit, ne cours pas, ne saute pas, sinon les coups vont tripler. À force de prendre des coups, j'ai appris à compter. Maman, lorsque tu entends wash, c'est que la cravache a déjà claqué. J'ai grandi, un temps qui est figé, mais pour moi, rien n'a changé. Il voulait que je change de métier, électricien, carreleur, charpentier. Il n'est pas bête, il réfléchit. Il m'aurait appelé. Allô Willy, j'ai un problème d'électricité. Je suis là, tu peux venir regarder. Ouais. Ce texte, je l'ai trouvé très dur. Oui. Mais donc c'est autobiographique, puisque tu as ton prénom dedans. C'est du vécu, oui. Mais je trouve que ça fait penser aussi à l'histoire. Je crois que beaucoup peuvent se reconnaître aussi dans cette histoire. Ouais. Donc, à travers ce recueil, tu montres aussi la difficulté d'éduquer, la difficulté aussi pour des parents d'être heureux, peut-être, et que peut-être aussi beaucoup de parents malheureux transpirent leur malheur sur leurs enfants. C'est ça, exactement. Tu as bien décrit. Alors, la Guadeloupe te tient à cœur, d'accord? Les problèmes sociétaux qui s'y trouvent aussi. Est-ce que tu penses que le rôle du poète est de les mettre en lumière? Alors, page 61. Je vais te donner le titre. À quoi penses-tu? Ah oui, à quoi penses-tu? Je vais aller dans le sommaire. Parce qu'effectivement, j'ai constaté que dans ce texte, tu t'interroges l'homme, le poète. Alors j'aimerais bien que tu nous lises au moins les 2 premières strophes, s'il te plaît. D'accord. Willy,
À quoi penses-tu? Je pense aux femmes harcelées moralement. Je pense aux femmes harcelées sexuellement. Je pense aux diplomates qui exploitent. Je pense aux noirs qu'on traite de primates. Tu peux continuer. Je pense aux innocents en prison. Je pense à ceux qu'on prenait pour des cons. Je pense à des légendes parties trop vite. Je pense à tous ces jeunes qui le méritent. Willy, à quoi penses-tu? Je pense à toutes ces femmes en burqa. Je pense au poison du coca. Je pense aux enfants atteints d'handicap. Je pense aux parents qui ne comprennent app. Je pense aux cancéreux ou lépreux. Je pense aux envieux, aux vicieux. Je pense aux maladies du sida. Je pense aux personnes dans le coma. Willy, à quoi penses-tu? Donc, à travers toutes ces interrogations, on voit qu'effectivement, tu brasses beaucoup de problèmes sociétaux et tu commences par les femmes. Est-ce que la cause des femmes est une cause qui te tient à cœur? Oui, parce que je trouve que les femmes ont beaucoup de mérite, les femmes ont beaucoup lutté, et les femmes continuent à lutter contre la jante masculine. Et je trouve que c'est difficile d'être une femme dans cette société. En effet. Voilà. Donc, on va poursuivre. On va arriver bientôt à la fin. On a déjà atteint la fin de la deuxième partie. Mais j'ai quand même une autre question. Donc, toujours à propos de la Guadeloupe. Donc, c'est un texte qui s'intitule Guadeloupe. Donc, c'est à la page 84 de mon... Guadeloupe gangrénée, c'est ça? Voilà, Guadeloupe gangrénée. Ouais, ok. La Guadeloupe est gangrénée. Donc, quand on regarde effectivement de nouveau cette première de couverture, donc avec les couleurs qu'on voit, on voit effectivement qu'elle est gangrénée. Oui. Alors, même si on ne va pas pouvoir tout lire, mais au moins les deux premières strophes, et tu vas nous expliquer pourquoi tous ces mots donc, qui appartiennent à l'univers de la violence, pourquoi effectivement il n'y a que ça qui ait pu donc définir cette image de la Guadeloupe que tu as mise dans ce texte. D'accord. La Guadeloupe est gangrénée. Ils ont commencé par le pied. Là, ils feront la jambe. Ils finiront par la tête. Si tu dors, il faut se lever. Avec un bac plus 6, tu es surveillant au lycée. Là, je te dis pour les pluies des brouillards. Mais si tu savais, il y a Pôle emploi. Une île sclérosée, l'argent facile, ils sont partis dealer. Une jeunesse qui est oubliée, une jeunesse contaminée. La Guadeloupe est gangrénée, ils ont commencé par le pied, là ils feront la jambe, ils finiront par la tête. La Guadeloupe est en train de s'étouffer. Maman, prie Dieu, son enfant est drogué. Ils ont mis le nom de son enfant à la télé. Plus jeune, il était sur les bancs de l'école, là il est sur les bancs des accusés. Une vie de sexe, drogue, alcool, maman pleure et les larmes ne sèchent pas. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin donc, de cet entretien, de cette conversation. Nous allons te retrouver donc, à la fin donc, pour la conclusion. Oui. J'aurai encore une dernière question à te poser. Mais maintenant, nous allons passer donc, aux différentes rubriques, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices, auditeurs. Donc, rubriques que vous commencez déjà à connaître. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, dans la rubrique « Quelques lectures à vous conseiller », nous commençons cette fois-ci par les éditions « Une voix, une histoire » dont nous avons parlé tout à l'heure avec notre invité. Alors, un ouvrage qui s'intitule « C'est l'occasion qui fait le larron ». C'est une pièce de théâtre de Jocelyn Christopher, mis en voix par la plateforme de livres audio caribéen, donc je viens de le dire, « Une voix, une histoire ». Alors, le pitch. Jean-Marc a une double vie. Marié à Lise, ils ont eu 2 enfants. Mais il a une maîtresse, Janine, qui a aussi 2 enfants. Lors d'un déplacement à Paris, vont se produire des événements assez graves qui vont mener Jordan en prison, le fils aîné de Lise. Jordan sera soutenu
par ses demi-frères dont il ignorait l'existence. Cela va induire des troubles entre l'épouse et la maîtresse. Les enfants des deux ménages vont faire connaissance, des secrets vont être révélés au grand jour. Aux éditions Negmaron maintenant, Femme totale, recueil poétique écrit par Axelle Collangean, qui est aussi donc la présentatrice d'une émission, donc Les experts au féminin. Femme totale est le premier recueil de poèmes d'Axelle Collangean. Avec une liberté de style qui puise son inspiration dans l'imaginaire du Nord Grande Terre, les traumas du quotidien, ainsi que dans l'hindouisme créole et le magico-religieux caribéen, l'auteur explore à travers cette œuvre différentes étapes d'une vie de femme caribéenne, moderne et libérée. Aux éditions Nestor maintenant, Les palabres du vieux fromager de Jean-Michel Noteuil. À travers son recueil de nouvelles, Les palabres du vieux fromager, l'auteur nous invite à revivre une certaine tradition orale par des histoires à caractère magico-religieux et drôles, comme celles que nous contaient nos parents autrefois. C'est également un hommage rendu au quartier Nord-Plage de la commune de Macouba, où il a grandi. Très belle commune d'ailleurs. Aux éditions Jet d'encre, Ancrage tacheté. C'est le premier recueil poétique écrit par Meryl Cussé. Dans ce recueil de poésie porté par une plume sensible et élégante, Meryl Cussé s'amuse avec les mots pour évoquer des situations et des émotions pures et fortes, liées entre autres à l'espoir, à l'amour, à la peur ou encore à l'harmonie. Vous pourrez retrouver donc Meryl Cussé pour la présentation de son recueil le 12 octobre au Café Papier de 18h à 21h. Pensez à réserver votre place sur la plateforme With Event. Et enfin, aux éditions Caraïbes Éditions, Hommage à la femme noire, héroïne de l'esclavage, grand format. Simone Schwarzbart et André Schwarzbart ont écrit donc cette encyclopédie, on peut dire. Donc, il y a plus de 30 ans, cette encyclopédie en 6 volumes, intitulée « Hommage à la femme noire », met à l'honneur des femmes noires les plus célèbres à travers les siècles et les continents. Ces femmes qui ont lutté pour leur liberté et leur indépendance. Ce sont les textes originaux de ces 6 ouvrages, initialement parus en grand format, illustrés de centaines de tableaux et de peintures d'époque, et disparus de chez les libraires depuis. Donc Simone Schwarzbart et les éditions Caraïbes Éditions ont souhaité republier cet ouvrage. Nous passons maintenant à la rubrique que vous connaissez bien, la minute de la lectrice et du lecteur. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer soit un enregistrement audio, soit une vidéo dans laquelle vous parlez d'un ouvrage qui vous a plu et que vous avez aimé, avec une particularité quand même pour les ouvrages donc, de notre région Caraïbes. Vous pouvez donc envoyer cet enregistrement à l'adresse mail suivante, émissionpréface@gmail.com. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un roman qui m'a beaucoup secoué, de Roxane Gay, qui est une autrice, éditrice et professeure d'université américaine, fille d'immigrés haïtiens. Elle a écrit en 2017 13 jours. 13 jours, c'est un roman qui parle de Mireille, qui vient en vacances en Haïti. C'est une Haïtienne, mariée à un Américain de race blanche. Et elle vient en vacances avec son mari et son bébé et se fait enlever. Son père, un des hommes les plus riches de Haïti, refuse de payer la rançon. S'ensuivent alors 13 jours de cauchemar pour Mireille, où elle affronte ses peurs, endure les pires souffrances, elle va au bout d'elle-même, elle passe par-delà la douleur, les sévices, les humiliations. Elle se sent oubliée des siens, jusqu'à se résoudre à mourir, oubliant au fil des jours ce qui donnait sens à sa vie, son fils et son mari. Et pourtant son mari la cherche.
Et Mireille réussit à s'enfuir et elle court. Elle court, elle court, elle court car elle est une grande sportive. Elle court pour s'enfuir, elle court encore pour tenter de renaître et de se retrouver. Son corps n'est plus le sien. Il est une chose étrangère, meurtrie, qui lui fait horreur. Et son esprit, oh son esprit, à chaque fois il lui semble lui échapper. Mais je vous laisse découvrir son combat. Et je vous pose la question, serez-vous capable de continuer la lecture de ce livre alors que l'auteur vous conduit au plus profond de l'horreur? Personnellement, plus d'une dizaine de fois, j'ai voulu refermer le livre. Mais j'y suis arrivée. Je suis allée jusqu'au bout. L'angoisse prend possession de votre gorge jusqu'à vous couper le souffle. Ce livre vous révoltera sans doute. Il vous interpellera, mais vous donnera aussi espoir. Et quoi que vous puissiez penser, vous ne serez plus le même en tournant la dernière page. Bonne lecture. Nous passons maintenant à une autre rubrique, nouvelle cette fois-ci, que vous avez pu découvrir les fois précédentes, donc plaisir de lire. À travers cette rubrique, vous pouvez donc lire soit un texte que vous avez écrit de votre propre main, soit alors lire le texte d'une autrice ou d'un auteur que vous aimez particulièrement. Pareil, vous envoyez donc cet enregistrement à l'adresse mail émissionpréface@gmail.com. Plus belle bitin assis la terre, ses yeux à regarder des étoiles. Plus belle bitin assis la terre, ses voix qu'à chanter les bons matins. Plus belle bitin assis la terre, c'est l'air au carré devant moi. Plus belle bitin assis la terre, c'est chivéa à d'un grand vent. Plus belle bitin assis la terre, c'est de l'eau rivière qu'a vlopé koao. Plus belle bitin assis la terre, c'est soleil qu'a caché les ivreux dans le jardin. Plus belle bitin assis la terre, c'est bras les orages en ciel. Plus belle bitin assis la terre, c'est l'air où qu'a dansé tout cela. Plus belle bitin assis la terre, c'est l'air où qu'a coûté pipirit qu'a chanté bas. Pani plus belle bitin qui vous assis la terre, doudou. Pani plus belle bitin assis la terre, qui vous doudou. Plus belle bitin assis la terre, plus belle bitin assis la terre. Maintenant, les conseils en écriture de Corinne Dossa. Vous commencez donc à suivre de manière très attentive Corinne Dossa qui vous donne des conseils pour tous ceux qui se sont lancés ou qui voudraient se lancer dans l'écriture, soit d'un roman, soit d'un essai, mais en fait quand même particulièrement l'écriture d'un roman. Corinne Dossa vous donnera les meilleurs conseils qui soient. Vous pouvez la contacter donc soit une fois de plus en écrivant à émissionpréface@gmail.com ou tout simplement vous pouvez contacter Corinne Dossa sur sa page Facebook.
Bonjour à tous, capsule d'écriture numéro 14 où on va parler encore plus de don de soi lorsqu'on écrit. Dans cette partie donc, plus que de technique ou d'écriture, nous parlerons du don de soi dans l'écriture. Et je ne parle bien sûr pas d'autobiographie, mais je parle de l'essence de l'auteur qui imprègne son roman. C'est presque alchimique. Pour retranscrire cette sensation, il faut apprendre à s'écouter, s'arrêter de se cacher, être en accord avec soi, se détacher du regard des autres. Éviter les postures. Ah, les postures. Celles-là même qui nous font poser un masque sur notre moi intime et qui n'offre aux autres finalement qu'une apparence. L'apparence est alors lisse, alors que la réalité, elle est pleine de crevasses. Et c'est dans les profondeurs de ces crevasses que se meut notre vérité. Et je le sais, ce n'est pas facile. Mais qui a dit qu'écrire était facile? Pas moi en tout cas. C'est un bonheur, certes. C'est une libération, oui. C'est une liberté, souvent. Mais quelle que soit sa forme, ça a toujours un coût. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, de grâce, posez votre stylo et laissez tomber votre clavier ou utilisez-le pour autre chose. On n'écrit pas au travers d'un filtre. L'émotion brute est la matière première de l'art. Et cet ingrédient, l'émotion, il ne s'économise pas. Vous devez l'éprouver vous-même pour le retranscrire. Écrivez, s'il vous plaît, un roman honnête. Mettez-vous à nu devant votre lecteur et vous l'atteindrez absolument. À défaut, vous aurez gagné, vous, en profondeur. Pour arriver à ce résultat, exercez-vous avec des petits textes, parce que je vous donne des conseils, mais je vous donne aussi de petites astuces. Il y a un art, parce que je considère que c'est un art qui est aujourd'hui tombé en désuétude et totalement oublié, c'est l'art d'écrire des lettres. On ne s'écrit plus des lettres de nos jours. Si vous voulez vraiment apprendre petit à petit à vous mettre à nu, écrivez des lettres à vous-même, aux autres. Racontez des histoires, soyez direct, soyez franc, mettez le cœur sur la table. Écrivez des lettres encore et avec sincérité. Et vous verrez que petit à petit, ça deviendra plus facile pour vous et quand vous reprendrez l'écriture de votre livre, toute cette émotion que vous avez réussi à transmettre à travers ces petits textes que sont des lettres, elles pourront ressurgir. Écrivez des lettres et vous allez voir que ça pourra vous aider à faire sortir votre émotion pour vos lecteurs. Tout à l'heure, la semaine prochaine, parce que le temps passe vite, on parlera d'un gros sujet, les valeurs. Lorsque vous écrivez un roman, vous devrez connaître vos valeurs parce que ce sera celle-là que vous allez transmettre. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à dans 7 jours. Et enfin, nous arrivons à notre dernière rubrique, et non pas la moindre. Une page se tourne, silence ça tourne. Cette rubrique dans laquelle Alix vous fait part donc d'un roman qui a été adapté à l'écran. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'adaptation d'un classique de la littérature française, La gloire de mon père. La gloire de mon père est le premier tome des souvenirs d'enfance, un roman autobiographique de Marcel Pagnol paru en 1957. Marcel Pagnol est un écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur français, né le 28 février 1895 à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône et mort à Paris le 18 avril 1974. Il devient célèbre avec Marius, pièce représentée au théâtre en mars 1929.
Il fonde à Marseille, en 1934, sa propre société de production et ses studios de cinéma et réalise de nombreux films avec les grands acteurs de la période, en particulier Rému, Fernandel et Pierre Fresnay, dont Angèle en 1934, Reguin en 1937 et La femme du boulanger en 1938. Je suis née dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Le récit de la gloire de mon père débute avec la naissance de l'auteur qui raconte son enfance à Marseille, ses premières années passées à l'école primaire, ses vacances en famille au village de la Treille pendant l'été de 1904 et prend fin sur les exploits de son père durant une partie de chasse dans les collines du massif du Garlaban. La gloire de mon père est le premier d'une série de 4 romans centrés sur la vie de Marcel Pagnol. C'est une autobiographie embellie par le temps, l'auteur laissant courir son imagination pour redonner vie à ceux qui l'ont entouré durant ses jeunes années, comme l'oncle Jules, le chasseur d'une sagacité sans égale qui roule les airs comme un ruisseau roule les graviers. Dans un entretien de 1960 avec Pierre Dumayet, il explique que ses mémoires sont surtout une mise en valeur des personnages de son père et de sa mère. Ces êtres réels se sont transformés en personnages. Marcel Pagnol raconte sa naissance, les lointaines origines d'Espagnol de ses parents et grands-parents paternels. Son père, Joseph Pagnol, instituteur à Aubagne depuis 1889, sa mère Augustine a donné naissance à 3 autres enfants. Paul, né en 1898, Germaine en 1902, René en 1909. Joseph est nommé à l'école du chemin des Chartreux en 1900 à 1908 et la famille s'installe à Marseille. La gloire de mon père connaît un immense succès. Plus de 50 000 exemplaires vendus en un mois et le 2e tome, Le château de ma mère, s'inscrit en tête du classement des meilleures ventes de l'année 1958. On pourrait croire qu'Yves Robert s'est lancé dans l'adaptation du diptyque La gloire de mon père, Le château de ma mère au début des années 90 pour surfer sur le carton en salle d'un autre diptyque pagnolien, Jean de Florette et Manon des Sources, qui avait affolé les compteurs du box-office au cœur des années 80. Et ce d'autant plus que le cinéaste avait traversé ces mêmes années 80 presque comme un fantôme. Un seul film, Le jumeau avec Pierre Richard, aussi vite vu, aussi vite oublié, malgré ses 1,7 million d'entrées. Alors qu'il avait été si prolifique dans la décennie précédente, celle du Grand Blond avec une chaussure noire, d'un éléphant ça trompe énormément et de Nous irons tous au paradis. Mais il n'en est rien, car Yves Robert a montré son intérêt à porter à l'écran ses souvenirs d'enfance de Pagnol dès 1963, soit 6 ans seulement après leur publication. Il vient alors d'obtenir le prix Jean Vigo pour La guerre des boutons et son aisance sur le terrain de l'enfance en fait sur le papier l'homme idéal pour un tel projet. Il va donc voir Pagnol pour avoir son aval, mais celui-ci décline, lui expliquant qu'il espère que ce serait son dernier film au cinéma, film qui ne vit donc jamais le jour. Il a donc fallu attendre 1989 pour que le rêve d'Yves Robert devienne réalité, quand les héritiers de l'auteur lui ont donné leur feu vert, à lui et à son producteur, Alain Poiré. Yves Robert en signe l'adaptation avec l'écrivain niçois Luis Nocera et le scénariste Jérôme Tonnerre. Et il choisit de confier le rôle de Joseph, le père du petit Marcel, à un immense acteur de théâtre, Philippe Cobêtre. Lorsqu'Yves Robert propose à l'acteur d'incarner Joseph, celui-ci hésite. J'étais méfiant. Je suis si attachée au texte que je ne voyais pas comment on pouvait l'adapter. Je me disais que c'était un coup de producteur. Mais une fois le scénario en main, Philippe Cobert change d'avis. Je suis née à Marseille et j'ai retrouvé à la lecture mes plus beaux souvenirs d'enfance. J'ai été émue aux larmes et j'ai tout de suite eu envie de jouer Joseph. La gloire de mon père va triompher en salle. 6,2 millions d'entrées, soit le 2e plus gros succès de 1990, derrière le Cercle des poètes disparus, et il sera nommé à 4 reprises au César, dont une pour la musique de Vladimir Cosma, qui accompagne Yves Robert depuis Alexandre le Bienheureux en 1967, mais repartira bredouille. Nombreuses sont les œuvres qui, en prenant de l'âge, perdent peu à peu leur qualité alors qu'elles étaient parfois brillantes lors de leur sortie.
le temps accomplit son travail et certaines disparaissent inéluctablement. Ainsi, si certains films vieillissent mal, d'autres au contraire parviennent à conserver toute leur justesse émotionnelle. La gloire de mon père appartient à cette dernière catégorie. Malgré le poids des années, il n'a rien perdu de sa capacité à émouvoir. La force de l'œuvre originelle et par conséquent de son adaptation cinématographique réside dans la simplicité de son récit. Elle repose sur l'illustration de jours heureux de vacances et l'insouciance de l'enfance, la quête de liberté et de reconnaissance. La réalisation d'Yves Robert s'accorde parfaitement à cela. On ne retrouve ni extravagance, ni mouvement de caméra particulier, ni effet stylisé. Il filme simplement la beauté du paysage qui s'offre à nous. La lumière aveuglante, le chant des cigales incessant s'occupe du reste. Le jeune Marcel, sensible et innocent, tombe amoureux de la garrigue, et nous aussi. Ce récit évanescent, qui semble hors du temps et de l'espace, nous emmène dans un cadre idyllique et révèle la grandeur d'âme de l'auteur qui porte un regard nostalgique sur sa jeunesse et particulièrement ses rappels à la figure maternelle. Les acteurs, tantôt drôles, tantôt délicats, s'immiscent parfaitement dans les costumes de ce début de siècle et réussissent le pari de dépeindre une société tout entière à eux seuls. Par ailleurs, ils ne se résument pas à cela. En effet, chaque personnage conçu tout en aspérité se révèle bien plus intéressant qu'il n'y paraît de prime abord. On découvre en eux des émotions qui nous ressemblent et surtout nous rassemblent tant elles semblent naturelles. Une œuvre qui nous rendrait presque nostalgiques, sans la moindre mélancolie, d'une époque que nous n'avons pourtant pas connue. Une œuvre qui s'inscrit à jamais dans le patrimoine culturel d'une région symbolisée par le soleil et les vacances d'été. La gloire de mon père, nommée 4 fois au César, est suivie par Le Château de ma mère, sorti au cinéma la même année. Puis en 2021, sort Le Temps des secrets, dernier opus de la trilogie des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Ma chronique se termine. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Nous arrivons donc maintenant à la fin de notre émission. Pour la conclusion, je me tourne donc vers notre auteur, Willy Fordan. Donc, pour la conclusion, ou avant de conclure, est-ce que tu pourrais nous dire ton actualité, Willy, où trouver tes recueils et pourquoi devrait-on te lire? Alors, mon actualité, donc je participe à la Route du Rhum, donc pas en tant que skipper, bien sûr. voilà. Donc, je serai à Saint-Malo. Du 25 octobre au 6 novembre. Très bien. Je serai le seul auteur sur le village. D'accord. Je suis très très content. Donc le 7, j'étais à la Maison du Patrimoine à Basse-Terre. D'accord. Voilà. Le 14, je serai à Lolo Pays. Voilà, je sais pas si vous connaissez. C'est à Morne-à-l'Eau. D'accord. Voilà, c'est à Morne-à-l'Eau. Ok. Et voilà, donc j'ai des petites actualités comme ça. Pour mon bouquin, Willy, voilà, effectivement, Cascode, bon, je conseillerais mon bouquin, mon recueil de poésie, parce que c'est très facile à lire. Ça nous caractérise. Ça peut aussi aider certaines familles, ça peut aussi aider certains jeunes aussi à se lancer aussi dans l'écriture et à dire ce qu'ils veulent, voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont timides, comme moi j'étais timide, et l'écriture, ça permet de se libérer. De sortir de soi. De sortir de soi. Et où peut-on trouver tes ouvrages, s'il te plaît? Alors pour l'instant, je suis en auto-édition, comme je disais tout à l'heure. Donc pour l'instant, on ne trouve pas mes ouvrages, mais en novembre, je ferai le nécessaire pour que ce soit dans toutes les librairies en Guadeloupe. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, je rappelle que pour les Loom, on peut le trouver sur la plateforme des éditions Une Voix, une Histoire. Oui. Un recueil qui est très agréable à écouter, qui est très poignant aussi. Oui. Et une fois que ce sera possible, je vous recommande tous les ouvrages donc, de Willy Fordan qui sont vraiment très intéressants. Donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, je vous dis à très bientôt. Au revoir.